J'enchaîne avec la présentation du docteur Nawal Ansari sur le diagnostic précoce. Alors, je ne sais pas, le titre, ce n'était pas diagnostic précoce, c'était dépistage. Mais il y a pas c'est-à-dire on ne fait pas de dépistage en oncologie. C'est plutôt diagnostic précoce, d'accord? J'ai changé le titre. Ni dépistage, ni évitable. Ni prévention, d'accord? Ni En pédiatrie, ça n'existe pas, d'accord? C'est plutôt diagnostic précoce des cancers Exactement. de l'enfant. Donc, rapidement, comme vous le savez, le cancer de l'enfant est une pathologie rare. Ça n'a rien à voir avec les cancers de l'adulte. Donc, ça représente 1 à 3% des cancers de l'adulte. Donc, un malade sur 100 est un enfant. Atteint de cancer est un enfant. Donc, c'est très rare. L'évolution est très rapide, surtout pour les tumeurs qui ont un temps de dédoublement rapide, comme les lymphomes, comme les leucémies hyperleucocytaires et comme le néphroblastome. C'est rapide. Ce qui fait que la réponse au traitement, elle est aussi rapide, heureusement. Donc, c'est-à-dire l'évolution rapide, donc la réponse au traitement est rapide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pronostic est généralement bien, il est favorable. Normalement, dans les pays développés, ça dépasse les 90% de survie. D'accord? Et chez l'enfant, j'ai écrit à la fin, on parle pas de diagnostic on parle plutôt de diagnostic précoce et non de dépistage. Donc là, pour arriver à des taux de survie de 90%, au Maroc, la taux de survie, elle est à 60-65%, tout cancer confondu. Et donc, pour arriver à des taux de survie beaucoup plus importants, l'OMS, donc il y a un programme de l'OMS, ils ont ciblé 6 maladies qui sont le lymphome de Burkitt, les leucémies, le néphroblastome, le Hodgkin, néphroblastome et le rétinoblastome. Et pour ces maladies, on doit augmenter le taux de survie. Donc, on va faire tous les efforts pour avoir une bonne survie, sûrement pour arriver à 80% d'ici 2030. Donc, ça, c'est un objectif ambitieux de l'OMS. Alors, les cancers de l'enfant sont différents de ceux de l'adulte, différents par l'histologie. C'est pas la même chose. C'est des tumeurs embryonnaires. Le plus souvent, on trouve méduloblastome, neuroblastome, c'est des tumeurs du blastème. Par l'évolution, elle est rapide, il faut rapidement. C'est-à-dire, un adulte, il peut venir avoir un rendez-vous de 2-3 semaines. Ça peut attendre. Un enfant, quand il arrive, il faut le prendre rapidement. Il arrive le même jour, rapidement, il faut ouvrir le dossier. Même si on n'a pas de place, on peut le gérer en hôpital de jour. La sensibilité à la chimiothérapie, elle est très importante. Et le terrain, il est différent. C'est des malades, des patients qui sont en pleine évolution sur le plan psychologique, sur le plan, c'est-à-dire croissance. Donc, il faut agir. Et c'est des malades qui peuvent avoir, c'est-à-dire ils sont encore jeunes, ils peuvent avoir de la toxicité après. Par contre, un adulte à 60 ans ou 70 ans, quand il va faire un cancer, pourra avoir les complications par la suite des traitements. Donc, il peut être ne plus là pour avoir les complications et surtout pour avoir un cancer secondaire. Les enfants, ils peuvent faire des cancers secondaires. Là, maintenant, on traite un cancer, 5 ans, 6 ans, 10 ans après, on a un deuxième cancer. On peut traiter le deuxième cancer, d'accord? Et donc là, il y a des aussi pour la différence avec l'adulte, c'est qu'il y a des syndromes de prédisposition génétique. Surtout, un enfant qui a une trisomie 21, on sait qu'il peut faire une leucémie ou un lymphome. Un déficit immunitaire, il peut se compliquer de cancer. Et la neurofibromatose, c'est très important, ça peut se compliquer de tumeurs cérébrales, d'où la nécessité d'un diagnostic et d'un traitement précoce, les deux pour améliorer ses survies. Alors, on va essayer de passer quelques cas cliniques, c'est-à-dire qu'on va partager ensemble pour voir, c'est-à-dire quels sont les écueils et les problèmes, c'est-à-dire de diagnostic, qui peuvent nous arriver tous. Et surtout qui peuvent arriver aux médecins de proximité. C'est-à-dire, on va dire que les hématopédiatres, ils sont les derniers de la chaîne. Ils ont le malade arrive avec un diagnostic. Donc la tâche, elle est un peu plus facile, on va dire, pour l'oncologue et l'hématologue par rapport au pédiatre, au chirurgien pédiatre de proximité. C'est lui qui va voir l'évolution du malade, d'accord? Nous, on reçoit les malades avec leur diagnostic. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc là, juste cette petite fille de 5 ans qui avait un lymphome de Burkitt, donc Loubna Mansouri, elle peut connaître le service, c'est en P2B, avant qu'on déménage au shop, d'accord, un bâtiment à part. Donc c'est une petite qui avait un lymphome de Burkitt, vous voyez comment elle était, vous voyez l'exophthalmie, et 3 mois après, traitement, comment elle est devenue, d'accord? Donc le traitement est rapide, surtout pour les tumeurs à évolution rapide, d'accord? Et si je vous montre ça, est-ce qu'on fait un diagnostic précoce? Est-ce que le diagnostic a été fait précocement pour ce petit? D'accord? Alors, on n'a pas besoin d'être médecin pour dire que sa malade a un cancer.
Donc, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut dire que ce malade a un cancer, d'accord? Donc, c'est pas difficile pour diagnostiquer. Donc là, le problème, donc je vais un petit peu anticiper avant les cas cliniques pour dire que c'est un problème en oncologie pédiatrique et globalement en oncologie, les problèmes de délai. Il y a un grave problème de délai. Un délai par an sur lequel on ne peut pas agir. D'accord? Même si on fait l'information, c'est très difficile. Ça dépend ça dépend des croyances sociales, ça dépend des croyances, ça dépend du social. C'est très difficile. Est-ce qu'ils ont les moyens ou pas pour consulter? Mais par contre, pour les délais médecins, et c'est un délai qui existe, d'accord? On va voir à travers des cas cliniques, ça peut arriver. Chacun, il fait les mains et les pieds pour avoir un diagnostic. Et donc, le malade, il risque d'avoir un retard diagnostique entre mains de médecins. D'accord? Donc là, je vais essayer de faire 3 ou 4 cas cliniques. Alors, le premier cas, c'est le cas, je vais vous raconter son histoire rapidement. C'est le cas de la petite Leïla. Donc, Leïla, c'est-à-dire qu'on a reconstruit l'histoire, donc son histoire qu'on a reconstruite par la suite. Au début, on n'avait pas toute l'histoire. Je ne sais pas, il y a des résidents qui la connaissent. C'est ça, vous la connaissez. Donc, Leïla, alors d'un coup, elle consulte. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a, Leïla? C'est une paralysie faciale. Donc, c'est évident, c'est une paralysie faciale, d'accord? Elle consulte parce que les parents ont constaté une déformation du visage qui les a inquiétés. Ils ont dit comme ça. Et vous savez qu'au Maroc, la paralysie faciale, elle a une connotation particulière. Comment on l'appelle? Elle a cette connotation, c'est ça. Elle a une connotation spéciale. Donc, ils consultent aux urgences d'un hôpital de proximité, puis après, ils vont l'adresser aux urgences ORL, au CHU de Rabat. D'accord? Certainement, ils ont conclu une paralysie faciale à frigorer. D'accord? Vous êtes d'accord? Ils ont conclu à ça, parce qu'ils n'ont pas écrit ça sur un papier. C'est pas écrit, c'est-à-dire il n'y avait pas de papier et il n'y avait pas de traçabilité, mais on avait une ordonnance. Et on a compris à travers l'ordonnance qu'ils avaient ça. Donc, ils ont pensé à ça. Ils l'ont mis sous corticothérapie. Moi, je vous donne l'ordonnance qu'on avait. Corticothérapie, 3 comprimés par jour pendant 7 jours. Vitanevril, un comprimé. Je ne fais pas de pub, mais c'est ce qu'il y avait sur l'ordonnance. Un comprimé x 3 par jour pendant 15 jours et des larmes artificielles. Vous auriez fait la même chose? Oui. Vous auriez fait la même chose? Donc, déjà, il faut examiner l'enfant. Peut-être déjà, il faut faire un bon interrogatoire. Peut-être qu'elle avait d'autres signes. Peut-être qu'elle avait une fièvre. Peut-être qu'elle avait une douleur abdominale. Peut-être qu'elle avait d'autres signes qui peuvent nous orienter vers une autre étiologie. Peut-être qu'elle avait une asthénie. Peut-être qu'elle était un petit peu pâle. Donc, il y a l'examen clinique. Alors, l'ORL, je ne sais pas, mais les ORL, c'est des spécialistes, mais c'est des spécialistes d'organes. C'est-à-dire qu'ils vont voir la tête. C'est ce qui se passe, normalement. D'accord? C'est ce qui se passe. Mais normalement, un médecin, il doit examiner l'enfant en totalité. Juste pour vous dire que cette petite, elle avait une splénomégalie. La maman, elle dit qu'elle avait un blasa kibira. Donc, elle avait une splénomégalie. Elle n'a pas été examinée. On n'a pas fait donc l'interrogatoire, l'examen clinique et le bilan. Normalement, chez l'enfant, il ne faut pas acheter les diagnostics faciles. On ne peut pas dire chez l'enfant une paralysie faciale à frigorer. Ça n'existe pas. Ça existe, mais il faut faire un bilan. D'accord? Mais il ne faut pas traiter. Surtout pour les jeunes, la règle, c'est ne pas avoir la main facile pour prescrire une corticothérapie. C'est ça la règle. D'accord? Donc, cette petite, elle a été mise sous corticoïdes. Et donc, après, on ne sait pas s'il y avait des signes hématologiques ou pas, mais vous savez que la corticothérapie, elle peut donc changer les diagnostics. Donc, et vous avez bien compris, après, que cette petite, elle revient. Elle avait une histoire hématologique. Elle est revenue au service parce que 2 semaines après, non seulement elle avait la paralysie qui persistait, mais elle avait d'autres signes. Apparition d'une fièvre, d'arthralgie, elle était essoufflée avec une pâleur et elle avait des taches purpuriques au niveau des jambes. Les parents, d'accord? C'est des taches purpuriques au niveau des jambes. D'accord? Et donc là, cette petite, elle a reçu une corticothérapie qui a vraiment défiguré son diagnostic, la leucémie. Et comme vous le savez, la corticothérapie, elle fait partie du traitement d'une leucémie et d'un lymphome. D'accord? Et c'est la première partie du traitement. Si on donne 1 semaine de corticothérapie, on peut ne plus avoir les signes cliniques et même l'anémie, elle peut devenir normale. D'accord? Donc, la paralysie faciale, c'est un diagnostic, mais c'est un diagnostic d'élimination. Après avoir fait un bon examen clinique, faire un bilan biologique et même, on peut même faire les sérologies virales pour penser à un
une paralysie faciale à frigorer, d'accord? Et même pour la paralysie faciale, on peut demander une IRM cérébrale. Nous, on ne le fait pas, mais on ne donne pas de corticothérapie. On ne va pas faire tout ça, d'accord? Donc, et la corticothérapie, elle peut donner, errer le diagnostic, une errance diagnostique, changer la classification de cette malade. Peut-être elle était bas risque, mais après elle va devenir haut risque par la suite. Et ça peut nous obliger à donner un traitement beaucoup plus intensif parce que ce malade a reçu une corticothérapie. C'est comme l'exemple de la biopsie, ce n'est pas la même chose, comme l'exemple de la biopsie d'une adénopathie cervicale. C'est la même chose. L'adénopathie cervicale, si on fait la biopsie et on trouve lymphome, ça peut pas être, c'est pas obligatoirement un lymphome. Si on n'a pas une numération préalable qui est strictement normale, parce qu'une leucémie, au niveau d'un ganglion, ça s'appelle lymphome. D'accord? Donc, il ne faut pas faire de biopsie sans faire une numération avec un frottis préalable. D'accord? C'est ça le message de ce premier cas clinique. Alors, deuxième cas clinique, Selma. Ça, c'est pour les ORL. Donc, elle avait une obstruction nasale gauche 8 mois avant son admission. Imaginez une histoire qui dure 8 mois. Pas de consultation à ce stade, les parents n'ont pas consulté. 4 mois après, elle a une obstruction nasale, d'accord, bilatérale. Elle a une respiration buccale et bruyante la nuit et la journée, avec des renflements nocturnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en première intention? Loula, exactement. Et là, je vous montre ce qui s'est passé. Elle a fait tout ça, ce parcours. Elle a consulté chez le médecin généraliste numéro 1, qui l'a mise sous corticothérapie orale avec antihistaminique, sans amélioration. Après consultation chez le premier pédiatre, une semaine plus tard, il a pensé aux végétations adénoïdes ou bien à une rhinite allergique. Il a donné une corticothérapie inhalée, nasale et pas inhalée, et un antihistaminique, sans amélioration. Deuxième pédiatre, 2 semaines plus tard, même hypothèse diagnostique, il a rajouté une antibiothérapie. D'accord? Pas d'amélioration, il l'a adressé vers l'ORL. Le premier ORL, il pense la même chose que le premier pédiatre. Donc, rhinite ou végétation. Après le deuxième ORL, 2 semaines plus tard. Alors, le deuxième ORL, il demande une radio du cavum. Et il fait une adénectomie à l'aveugle. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Endoscopie. Il n'a pas fait. Il a fait la radio. D'accord? Adénectomie. Après une semaine, la n'a pas. Absence de signes de malignité. Donc, à l'aveugle. Donc, une semaine plus tard, absence d'amélioration. L'ORL 2, il a préconisé une surveillance pendant 1 mois. D'accord? Accentuation des renflements, respiration bruyante buccale. 10 jours après, 3e ORL et 3e pédiatre. La surveillance pendant 20 jours. Mais surveillance, 20 jours après, elle développe 2 adénopathies cervicales, épistaxis bilatérale, rhinorrhée purulente et fièvre prolongée. Et là, elle consulte le 4e pédiatre qui l'oriente vers l'ORL, le service d'ORL. Alors, les ORL, ils ont demandé un scanner, d'accord, de la face cervico-faciale, et ils trouvent cette énorme masse qui prend tout le cavum, toutes les faces, et qui va en avant vers les fosses nasales, en arrière, partout. Toutes les parois du cavum sont infiltrées. Toutes les parois du cavum avant vers les fosses nasales. Vous voyez la tumeur qui va en avant, latéralement et même derrière. C'est énorme masse du cavum. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça peut être un rhabdomyosarcome, exactement, un lymphome du Burkitt, d'accord? D'accord, ça peut être ça. Surtout l'âge d'ILA, on ne peut pas dire UCNT, d'accord? Mais ça peut être un rhabdomyosarcome. Donc, je ne sais pas si vous voyez la tumeur au niveau du palais. Est-ce que vous arrivez... il y a une tumeur, vous voyez, et vous voyez la respiration, elle a toujours la voix qui est... Vous savez, sa bouche, elle est ouverte, elle a la tumeur du voile du palais et elle a les adénopathies cervicales. Vous voyez, d'accord? L'état général, vous voyez, c'est un parcours 8 mois. 8 mois d'évolution. C'est ça. Parce qu'ils ont pensé... Justement, parce que c'est une histoire, l'histoire de 2024. C'est une malade de 2024, Hadi. D'ailleurs, elle est décédée. On a les résidents. Elle est décédée. Elle est...
D'ailleurs, elle est décédée, la petite, elle est décédée. Donc, après, quand on l'a reçue, j'ai pas mis ici son scanner. Alors, il y a un scanner, il est là. Elle a une métastase, vous voyez la métastase pulmonaire. Donc, elle avait des métastases pulmonaires, ganglionnaires cervicales avec l'atteinte du cavum. Donc, la petite, elle a fait tout ça, elle est arrivée. Elle était en détresse de la trachéotomie, tu te rappelles, trachéotomie. Après la première cure de chimiothérapie, la première cure, elle est décédée. Comment? Juste après la première cure. Hein, alors, donc ça aussi, c'est un retard diagnostique, d'accord? Donc, diagnostic précoce. Alors, le troisième cas, c'est une petite, c'est un garçon de 9 ans qui est âgé, donc il s'appelle Saad, il présente une dyspnée sifflante, consultation aux urgences de proximité, traité comme crise d'asthme. Est-ce que vous l'aurez traité comme une crise d'asthme? 9 ans. Donc l'examen clinique, il était gêné et il était sur le plan respiratoire et il avait des râles, il avait des sibilants. D'accord. Déjà la radio. Première chose à demander devant une crise d'asthme, chez un enfant de 9 ans, il ne va pas faire du jour au lendemain une crise d'asthme. D'accord. Sans histoire, sans antécédent. Donc avant de commencer le traitement, il fallait demander une radio thoracique. Donc D'accord, exactement. Est-ce qu'il y a des adénopathies ou pas? D'accord, il avait des adénopathies. Donc, il a été traité comme une crise d'asthme par corticothérapie 2 mg kg pendant 5 jours et une nébulization de ventoline. 15 jours après, reprise de la dyspnée. Donc, il s'est amélioré. La corticothérapie, elle va améliorer le lymphome et la leucémie. Après, il revient aux urgences de l'hôpital d'enfants de Rabat avec une dyspnée. La radio, vous voyez l'élargissement médiastinal, d'accord? Médiastinal. Et donc, c'est ça les diagnostics. Les lymphomes, c'est comme ça. Si on traite rapidement, il est venu le 24/4/2024. Donc, on a fait la radio, on a fait le scanner thoracique. C'est un élargissement plein d'adénopathie médiastinale. On a fait une biopsie médiastinale, d'adénopathie médiastinale, qui confirme le diagnostic de lymphome lymphoblastique médiastinal. Et on a commencé le traitement que par corticothérapie. Parce que la première semaine, c'est toujours une corticothérapie. Et regardez, après 5 jours de corticothérapie, comment elle est devenue sa radio. Donc, c'est ça. Donc, j'imagine que la même chose s'est passée au début. Donc, sous corticothérapie, il s'est amélioré. Et après, donc pour ce malade, quand on va donner la chimiothérapie, donc on va faire d'autres médicaments pour vraiment maintenir cette réponse. Alors, le dernier cas clinique, c'est le cas qui est hospitalisé au service. C'est une petite de 15 ans, c'est une grande, c'est une jeune demoiselle de 15 ans qui présente 1 mois avant son admission des douleurs osseuses diffuses associées à des arthralgies, d'accord, avec des lombalgies. Alors là, les lombalgies, c'est chez les jeunes, chez l'enfant, c'est un peu spécial. Lombalgie, c'est-à-dire il ne faut pas avoir surtout la main facile pour dire un lombago ou des douleurs lombosciatalgie chez l'enfant. Et elle a vu une hypertrophie amygdalienne unilatérale. Elle a été vue par un médecin généraliste, là où elle habite, qui l'a adressée chez un cardiologue. Donc elle a été adressée. Pourquoi, à votre avis, elle a été adressée chez le cardio? En pensant à un RA, donc le généraliste ne l'a pas adressé chez le pédiatre. Directement, elle l'a envoyé vers le cardiologue qui, d'après la maman, mais on n'a pas de preuve, a fait une écho-cœur. Il lui a dit « il n'y a rien ». Il lui a fait un ECG, il lui a dit tout va bien. Et il a prescrit, donc il a pensé au RA, il a prescrit une antibiothérapie et une corticothérapie. D'accord? Il a prescrit 1 mg kg jour pendant 20 jours. D'accord? Donc la maman, quand elle est venue, elle avait cette ordonnance. D'accord? Donc là, c'est le diagnostic typique de malade qui n'a pas de RA et qu'on traite comme RA. Et du coup, on va errer le diagnostic. D'accord? Et on aura du mal. Après, devant la persistance des douleurs osseuses, au niveau du bassin et au niveau vertébral, elle a été hospitalisée à l'hôpital Ayashi. C'est un hôpital à Rabat, à Salé, hôpital de rhumatologie. Elle a été hospitalisée pour suspicion de SPA, spondyloarthrite ankylosante. Parce qu'elle avait des douleurs au niveau du bassin. Elle avait 15 ans. L'arthrite, c'est l'arthrite, spondyloarthrite ankylosante. Mais l'ordonnance qu'on avait comme lettre, on avait ça. D'accord? Et sur la numération faite à l'hôpital Ayashi, elle avait une hémoglobine à 7,9. Elle avait des blancs à 8500 et des plaquettes à 150 000. Pour vous, à votre avis, elle est normale cette numération? Elle avait déjà l'anémie normochrome normocytaire, déjà, on peut dire ça. Les plaquettes sont limite inférieures, mais elles sont normales, d'accord? Et les blancs sont normaux.
Donc, ils ont fait des radios standards au niveau du bassin. Ils ont fait une IRM, même une IRM Lambert à l'hôpital Ayashi. Pas d'anomalie disco-vertébrale. Et parce que l'anémie, elle est mal tolérée, ils l'ont adressée à l'hôpital d'enfants. Pour l'anémie mal tolérée. Alors, aggravation après des douleurs, fièvre, il y a la fièvre qui apparaît. C'est vrai qu'au début, le tableau n'est pas complet. C'est-à-dire que si elle avait tous les signes initialement, le pédiatre qui l'a vu la première fois, il aurait pu penser à une leucémie. Mais normalement, le plus souvent, les signes ne sont pas spécifiques au début. Fièvre, elle a été adressée à l'hôpital d'enfants. Sur la NUM, on a 8,5 d'hémoglobine et on a une thrombopénie à 120 000. Là, maintenant, les choses, ils sont plus claires. Elle a une bicytopénie. Donc, après, ils ont fait une moelle. Devant la fièvre prolongée et la bicytopénie, on a le droit de faire une moelle qui montre une leucémie aiguë lymphoblastique. L'examen clinique, elle avait des douleurs, c'est des douleurs de la leucémie. D'accord? Douleur osseuse, elle n'avait rien. Elle n'avait pas d'adénopathie. Elle n'avait rien. C'est vrai qu'elle avait. Le tableau, il était pauvre. C'est vrai. On le reconnaît. Mais c'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'on aurait pu. C'est différent. C'est une douleur qu'il ne faut jamais négliger chez l'enfant. Les lombalgies, ce n'est pas comme les autres douleurs. Donc, une lombalgie, il faut vraiment l'investiguer. Quand un malade comme ça arrive aux urgences, il ne faut jamais négliger une lombalgie. Une lombalgie, à part la leucémie, c'est surtout, il faut penser au tableau débutant de compression médulaire devant des lombalgies. Soit un neuroblastome qui comprime la moelle, soit un rhabdomyosarcome ou bien un Ewing qui comprime la moelle aussi. Ça peut être ça, oui. On aurait pu, mais elle n'avait pas obligatoire les blastes à l'anum. C'est-à-dire pour parler d'une leucémie, au début, les blastes, ils sont au niveau de la moelle. Mais par la suite, les blastes, ils vont passer au niveau du sang périphérique, après. Mais dans un deuxième temps, on peut avoir une NUM, on peut même, une leucémie, avoir une NUM normale. On peut avoir une NUM normale, sans corticothérapie. D'accord? Mais devant une fièvre prolongée, il faut toujours le diagnostic de la fièvre prolongée. On pense à la leucémie, on fait une moelle. D'accord? On peut avoir même une moelle normale. Donc, cette petite, on vient de commencer la corticothérapie et le traitement de sa leucémie. D'accord? Pardon, sur les radios faites à l'hôpital Ayashi, il n'y avait pas de bande claire métaphysaire? Il n'y avait rien. C'est des douleurs osseuses sans documentation. C'est-à-dire, à la radiologie, il n'y avait rien. C'est des douleurs de leucémie. C'est-à-dire, elle avait des douleurs, mais juste après la corticothérapie, ça s'est amélioré et après, ça reprend. Parce qu'on n'a pas continué le traitement. Pour ça, c'est ça. Donc, c'est le dernier. Elle vient de commencer son traitement au service. Elle a été hospitalisée, je pense, la semaine dernière. Je ne sais pas quel jour. Alors, en conclusion, les cancers de l'enfant, pas de dépistage, pas de prévention. C'est un diagnostic précoce. Il faut faire un diagnostic précoce. Importance très importante du circuit de référence. C'est-à-dire, les médecins, chirurgiens, pédiatres et pédiatres, les pédiatres et chirurgiens doivent connaître, c'est-à-dire les diagnostics pour les malades chez qui on doit rapidement référer le malade devant une leucémie, devant une masse abdominale. Ça ne sert à rien de faire un scanner. C'est-à-dire, on peut faire un scanner, mais de commencer le traitement, un lymphome, pour un lymphome de bœuf, ça ne sert à rien de faire un scanner. Sur la simple échographie, on doit référer le patient. Essentiellement, ce sont des leucémies et des lymphomes. J'ai dit, le traitement, c'est chose très importante. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. C'est un pédiatre, un chirurgien pédiatre, radiologue. Tout le monde doit anapathe et radiothérapeute. Et ça reste des cancers avec un excellent pronostic par rapport à l'adulte. Et merci.